Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et nous accueillons ce matin au micro de la matinale Yves Chauvel. Il est candidat aux élections régionales, tête de la liste souverainiste Bretagne en héritage. Merci à Yves Chauvel d'être venu jusqu'à nous au studio de Bretagne 5. Bonjour. Bonjour et merci à vous et en particulier pour votre accueil très sympathique et très chaleureux. J'adore. Merci bien, à vous. Bien, écoutez, on va parler de politique ce matin, Yves Chauvel. On va parler des régionales. Moi, j'ai envie de vous poser la question, comment se passe la campagne avec beaucoup de listes et une campagne qui se passe dans un contexte particulier? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de listes. D'autre côté, ce que je peux vous dire, c'est que cette campagne se passe extrêmement bien. Donc, j'ai des retours extrêmement positifs, notamment en intervention radio et télévision, voilà, aussi bien les amis que les membres de notre liste, donc tout le monde trouve ça très très positif. Il n'y a pas d'obstacle particulier, c'est vrai que nous sommes une petite liste, ce qui nous distingue peut-être des grands partis politiques, donc nous sommes issus du peuple. Nous ne sommes pas un parti politique, ça c'est une énorme différence, donc nous représentons le peuple et par conséquent, comme je crois l'avoir déjà dit dans votre studio, nous ne pouvons pas trahir le peuple, puisque est-il concevable que nous puissions nous trahir nous-mêmes? Bien sûr que non. Voilà. Alors Yves Chauvel, d'aucuns vous poseront la question, vous êtes un parti souverainiste, pourquoi ne pas vous être rapproché par exemple de la liste de M. Dupont-Aignan ou peut-être du Rassemblement National aussi? Qu'est-ce qui fait vos différences finalement? Alors, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un mouvement politique, mais pas un parti. Je tiens à insister et faire la différence. Et ce qui nous distingue des autres, comme je l'ai déjà dit, nous sommes le peuple. Je l'avais dit en allemand d'ailleurs, mais sans préciser, en donnant les raisons historiques, ce sera un peu long, donc wir sind das Volk. Ce qui nous distingue, c'est que nous souhaiterions que la Bretagne puisse se prendre en main elle-même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des Jacobins. Voilà. Donc, il s'agit de faire en sorte que les décisions soient prises à l'échelon le plus bas possible. Que ce qui concerne Quimperlé, eh bien, les décisions soient prises à Quimperlé, non pas à Brest, non pas à Rennes, et encore moins à Paris. Donc ça, c'est une différence majeure. Il s'agit de faire en sorte que la Bretagne prenne son destin en main. Et la meilleure manière de prendre son destin en main, c'est d'avoir un statut d'autonomie le plus large, le plus étendu possible. Une Bretagne souveraine, en somme. Alors oui, c'est ça. On m'a souvent dit, on ne comprend pas. Donc vous dites, vous êtes souverainiste. Oui, parce que c'est le souverainisme, en quelque sorte, ou la souveraineté est un attribut constitutif de l'État. Et il est évident que ce qui est vrai pour la France doit être vrai également de la Bretagne, pour la Bretagne, puisque un statut d'autonomie pour décider à l'échelon local et se prendre en main. Et j'ai l'exemple de la loi Molac, par exemple, qui a été adoptée il y a quelque temps. On en parlait d'ailleurs dans votre studio il y a quelque temps. Et certains députés ont pris l'initiative de vouloir retoquer cette loi. C'est une initiative très malheureuse, puisque le Conseil constitutionnel s'est prononcé pour dire, eh bien, écoutez, l'enseignement en immersion, non. Bon, ce qui se pratiquait déjà dans le passé, qui donnait d'excellents résultats. Donc si la Bretagne décide par elle-même, ce genre de choses est totalement impossible. Voilà, et c'est ça que nous souhaitons pour la Bretagne. Alors justement, on va parler des langues de Bretagne, puisque vous parlez de cette loi Molac. Alors, les langues de Bretagne, comment vous les abordez? Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller plus loin dans l'enseignement de ces langues? Est-ce qu'il faut équilibrer entre le breton, le gallo, le français? Quelle est votre position là-dessus? Alors avant ça, je vous dire une chose, si l'on veut bien comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la mondialisation, avec ses avantages, ses inconvénients, plus d'inconvénients d'ailleurs pour les Européens, me semble-t-il, que d'avantages. Il faut être enraciné dans sa tradition, dans son héritage, dans sa culture et dans ses langues, alors que ce soit le gallo ou que ce soit le breton, et j'aimerais bien, alors j'ai pas les chiffres précis pour
pour le gallo. Mais pour le breton, il doit y avoir un peu plus de 200 000 locuteurs, des bretonnants. Et j'aimerais bien qu'à l'échéance d'une dizaine d'années, ce nombre puisse être doublé. Parce qu'il faut être fier de son héritage, fier de ses langues, fier de sa culture. Et c'est une évidence pour nous, une telle évidence que, voilà, je vais peut-être même vous le chanter, je chante très mal, mais voilà, ça va de soi, quoi. C'est, voilà, évidemment, bien sûr. Alors, la question de territoire aussi, alors là, on parlait de cette langue bretonne et de cette langue galaise. Alors, je crois qu'il y a un petit peu moins de 200 000 locuteurs pour la langue galaise. Je n'ai pas le chiffre précis non plus, mais justement... 80 000, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr. Le territoire, Yves Chauvel, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi près de la réunification de la Bretagne, de retour de Nantes en Bretagne. Est-ce que là aussi, il y a urgence à avoir ce retour de Nantes en Bretagne et de remettre les frontières de la Bretagne, les frontières historiques de la Bretagne? Alors, comment ne pas dire oui? Bien sûr, moi je suis né dans ce département, la Loire-Atlantique, enfin aux confins du Morbihan et de l'île-et-Vilaine. Et ma chère maman, donc, quand elle était à l'école, elle chantait « Quelle est belle ma Bretagne ». Alors, je ne vais pas vous le chanter parce que ce serait une catastrophe et tous vos auditeurs vont aller sur d'autres radios. Donc ça, c'est pas un bon point, mais bien sûr, « Quelle est belle ma Bretagne », les 5 départements bretons, voilà. Donc c'est quelque chose, bien sûr, d'historique. Et nous ne voulons pas d'une fiction administrative qu'est la Bretagne aujourd'hui. Nous voulons que la Bretagne, en quelque sorte, soit la Bretagne historique. C'est une telle évidence, bien sûr. Alors, comment se situe-t-elle, cette Bretagne historique, en France et en Europe? Parce qu'on a plusieurs thèses qui s'affrontent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rester proche de l'État français ou est-ce qu'il faut avoir une vision européenne, à savoir une vision qui sera peut-être plus fédéraliste? Quelle est votre position là-dessus? Alors, c'est un sujet un peu complexe à aborder. Je vous dirais les deux, mon capitaine, mais en réalité, il s'agit de faire en sorte que la Bretagne, comme je vous le disais, ait un statut d'autonomie le plus large possible, peut-être selon le modèle catalan ou le modèle suisse, selon un modèle fédéral, peut-être même confédéral, peut-être, mais il y a des limites au système confédéral. Et en tout cas, c'est une nécessité pour que la Bretagne puisse s'inscrire dans un développement harmonieux avec, bien sûr, la France, toujours, bien sûr, dans le territoire français, et aussi avec des échanges au niveau européen et aussi mondiaux, parce qu'il s'agit de produire sur le territoire, ici. On ne va pas demander à ce que les produits d'où viennent de Chine ou d'ailleurs, ce qui est le cas, mais que l'on produise localement, que l'on fasse dans la qualité. J'ai l'exemple du Japon. Je connais bien ce pays, je trouve beaucoup de similitudes entre le Japon et la Bretagne, parce que c'est un héritage, c'est une tradition, c'est une culture, c'est une langue, et ça me fascine. Et au Japon, on fait des produits de très grande qualité, et je pense que la Bretagne a des atouts fantastiques, formidables. Et je pense que si on développe notamment notre thèse, notre idée des fonds souverains, on peut vraiment faire des choses extraordinaires en Bretagne, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est ces fonds souverains en 2 mots? Alors les fonds souverains, en quelques mots, il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde. Par exemple, Singapour, moi j'ai pas mal voyagé. Alors je connais pas Singapour, mais je connais le Japon, les États-Unis. Et Singapour est un exemple extraordinaire parce que c'était une ville-État qui a été fondée en 65 par Lee Kuan Yew. Je suis un admirateur de Lee Kuan Yew. Et ce qui a été fait, c'est très impressionnant parce que c'était un territoire pauvre. Et c'est aujourd'hui un territoire riche et en quelques années, tous les habitants de Singapour ont été propriétaires de leur logement et donc Deng Xiaoping qui visite Singapour, comment avez-vous fait? C'est merveilleux, dites-nous. Alors je pourrais vous en parler longuement de tout ça, mais en réalité il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait du mieux dans le monde et notamment via le financement, le développement de sociétés, pas seulement dans le high-tech, mais c'est une vision beaucoup plus large. Et cette idée est une idée européenne, elle a été développée il y a quelques années déjà, mais je m'aperçois qu'en pratique,
Il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas eu de conséquences là-dessus. Ça n'a pas eu de prolongement, finalement. Voilà. Mais nous ferons tout le nécessaire pour que les choses se fassent en Bretagne. Je vous garantis que nous allons faire le maximum et nous tiendrons d'ailleurs des permanences pour dire aux Bretons qui nous ont élus, voilà ce qui se passe et si nous rencontrons des difficultés, voilà quelle est l'origine des difficultés que nous rencontrons. Alors il y a en Bretagne un secteur économique qui fonctionne mais qui est souvent montré du doigt, on l'a dit souvent ici à ce micro à Bretagne 5, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, plus gros employeur de Bretagne. Est-ce qu'il faut aujourd'hui réformer l'agriculture, revoir les circuits de l'agroalimentaire pour avoir une agriculture et un système agroalimentaire plus respectueux par exemple de l'environnement et en phase avec la transition écologique? Excellente question. Alors, les marées vertes. Qui aime les marées vertes parmi vous? Est-ce que vous préférez l'hydrogène sulfuré ou le sulfure d'hydrogène? Je pense que les Bretons vont préférer, bien sûr, respirer l'air marin, l'air pur. Ça me paraît, là encore, une évidence. Mais il y a un problème, effectivement, avec l'agriculture. Et je pense que nous sommes partis sur un modèle qui mériterait d'être largement réformé parce que nous avons donné la priorité aux chimiques. Et j'écoutais, encore une fois, des gens remarquables, des agronomes, qui sont Claude et Lydia Bourguignon. C'est fascinant, écoutez-les, regardez-les. J'aimerais assister à leur conférence, d'ailleurs je vais les rencontrer. C'est décidé à travers un ami, via un ami donc, qui a décidé de faire un film sur le sujet, de façon à mieux appréhender, parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. Il faut être sur le terrain, il faut être concret. Pas d'idées éthérées, voilà, complètement déconnectées de la réalité. Non, nous avons les pieds dans la terre. Voilà. Il faut là la rencontre des agriculteurs qui vivent, pour certains d'entre eux, des drames. Bien sûr, évidemment, il faut les entendre, il faut les écouter, il faut comprendre quels sont leurs problèmes. La politique, c'est quoi? Il ne s'agit pas de tout savoir. Je disais encore récemment, et de tout faire soi-même. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle dans son garage en bleu de travail avec sa clé à molette en train de bricoler la bombe atomique? Non, c'est pas ça. Donc il s'agit de décider, mais il s'agit de décider en fonction de la connaissance du terrain et d'abord écouter, faire preuve de beaucoup d'humilité, de manière à comprendre et toujours écouter. Et est-ce qu'il faut essayer de nouer le dialogue ou de renouer le dialogue entre les agriculteurs et aussi, on imagine, les associations de défense de l'environnement qui pointent beaucoup du doigt justement le monde agricole? Alors si je vous disais non au dialogue, oui à la brutalité, vous me regarderiez en disant on ne comprend pas vos propos. Bien sûr, il faut écouter tout le monde. Il faut écouter les agriculteurs, il faut écouter aussi les gens qui ont une approche plus écologique des choses, naturellement. Alors, évidemment, dans l'écologie, vous avez des choses qui sont totalement déconnectées de la réalité, mais vous avez aussi des approches totalement pragmatiques. Donc, encore une fois, écoutez, et puis prendre des décisions en fonction de ce qui vient du terrain. Voilà, mais surtout écoutez. Alors Yves Chauvel, on parle beaucoup aussi avec la transition écologique de l'énergie et la Bretagne n'est pas autonome en énergie, on importe beaucoup d'énergie aujourd'hui et puis alors on voit fleurir les éoliennes. Alors là aussi on a deux camps, les pro-éoliens, les anti-éoliens et puis on a cette baie de Saint-Brieuc où vont être construites des éoliennes, un parc éolien qui ne fait pas l'unanimité, les pêcheurs sont contre, en tout cas contre la façon dont le chantier est conduit et dont le dossier a été conduit. Est-ce que vous, là aussi, vous dites qu'il faut repenser le schéma d'alimentation de la Bretagne, schéma électrique, et puis l'inscrire ce schéma dans la transition écologique, mais en écoutant tout le monde, en tout cas en dialoguant avec tout le monde? Est-ce que vous me donnez 3 heures pour répondre à votre question? Alors, on n'aura pas 3 heures. Il est 8h44, on n'aura pas 3 heures, mais on va essayer de faire succinct. C'est aussi une vraie question. C'est vrai que lorsqu'on regarde les sources d'énergie en Bretagne, il y a une difficulté, mais la difficulté, elle remonte au niveau européen. Voilà. Donc, ce serait long à préciser, à développer, mais il est vrai que les éoliennes, aujourd'hui, ça constitue un problème parce que ce sont des groupes financiers, notamment allemands et espagnols, c'est pas la fabrication française. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire
perte d'emploi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que les gens ne décident pas par eux-mêmes. Ça veut dire aussi ça contient des terres rares. Donc c'est 200 kilos par éolienne terrestre et c'est 1 tonne par éolienne sous-marine. Ce qui veut dire qu'il y a un problème fondamental. Non pas que je critique en tant que tel les éoliennes, mais je critique la manière dont elles sont implémentées, utilisées et tout ce qu'il y a derrière. Ça n'interdit pas de penser à d'autres techniques d'éoliennes. Il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se faire actuellement, notamment en Écosse. Mais c'est surtout ce modèle de développement qui est totalement erroné, ça, faudra le revoir, mais je pourrais vous l'expliquer et encore 3 heures, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Voilà, alors on ne prendra pas 3 heures, Yves Chauvel. En revanche, on a aussi le nucléaire. Aujourd'hui, il faut sortir du nucléaire. Si on arrête le nucléaire, bien on n'aura pas forcément d'électricité, même pour faire tourner la radio. Là aussi, est-ce qu'il faut sortir du nucléaire à tout prix, ou est-ce que vous êtes plutôt pour une transition douce ? Alors, écoutez, il y a peut-être une solution qui est le vélo d'appartement, mais même si tous les Bretons pédalent ensemble au même moment, je ne suis pas sûr que ce soit efficace. Alors, le nucléaire, sortir du nucléaire, pour l'instant, ça me semble une espèce de rêve qui n'est pas vraiment ancré dans la réalité. Alors, à terme, peut-être, mais aujourd'hui, non. Regardez, l'Allemagne, par exemple, elle a fait le choix de sortir du nucléaire. Ils sont obligés d'utiliser ou de remettre en place des centrales avec la lignite, d'où la pollution. Donc, il n'y a pas de véritable solution. Le monde parfait n'existe pas. Et vous en connaissez la raison. Moi-même, je ne suis pas parfait. Comment voudriez-vous que le monde soit parfait dans ces conditions ? Donc, non. On sortira peut-être du nucléaire, mais pas à une échéance prévisible. Il faut être concret, encore une fois. Hein. Voilà, il faudra du temps, finalement. Énormément de temps. Alors, on va parler aussi de territoire et d'équilibre des territoires avec la mobilité. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Bretons aujourd'hui. C'est un petit peu aussi dans le cœur des préoccupations de déplacement. On l'a vu aussi avec cette crise que nous traversons, cette crise du Covid-19. Est-ce que là aussi, alors on a beaucoup de thèses, hein, est-ce qu'il faut faire du tout vélo? Est-ce qu'il faut faire du vélo et des véhicules électriques, par exemple, ou à hydrogène? Est-ce qu'il faut développer le ferroviaire? Est-ce que là aussi, il faut avoir un schéma global pour un équilibre des territoires entre les villes, par exemple, et les campagnes? Ce que nous constatons avec la Bretagne en héritage, c'est que, en particulier dans la Bretagne centre, par exemple, région de Pontivy, il y a quand même une difficulté liée au transport. Alors, il ne s'agit pas de rêver et penser qu'avec sa bicyclette, on va pouvoir traverser la Bretagne en une demi-heure. Ça m'étonnerait, mais il s'agit de faire en sorte que le réseau routier, par exemple, soit un peu mieux développé en Bretagne centre, parce que c'est une évidence. Moi, je me déplace beaucoup entre le Finistère Sud jusqu'en Loire-Atlantique et puis Saint-Malo, et je constate que là, il y a une vraie difficulté. Par ailleurs, pour prendre l'exemple de Pontivy, si vous voyez la gare de Pontivy, c'est magnifique, c'est un beau bâtiment, mais c'est creux. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de ligne. Donc là, il y a un souci. Nous ne sommes pas fermés à des lignes privées, bien entendu, ça c'est tout à fait possible. Il faudrait privatiser une part de réseau éventuellement ? Écoutez, on n'est pas sur le principe fermé à ça, bien sûr, pourquoi pas, dans la mesure où ça correspond à un développement nécessaire. Comme je disais la dernière fois, le vrai souci, il n'est pas vraiment là. Le vrai souci, c'est que nous sommes le pays au monde qui a les prélèvements les plus élevés, et en même temps, nous constatons que dans beaucoup de domaines, enfin pas simplement dans le régalien, mais aussi que ce soit au niveau des services auprès de la population, les trésoreries, la poste et j'en passe, ça fonctionne de moins en moins bien. Que se passe-t-il ? On devrait faire un audit des finances publiques, mais ça ne se fera pas. Parce qu'on refusera de voir quelle est la réalité, quel est le fond du problème. Alors on a aussi les déserts médicaux, hein. Alors en Centre-Bretagne, c'est le cas, mais c'est aussi le cas dans des villes moyennes en particulier. Là aussi, est-ce qu'il faut repenser ce schéma régional de santé ? Écoutez, quand vous questionnez les gens, moi je questionne beaucoup parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, et la remontée d'informations, les gens vous disent, mais oui, effectivement, on a des difficultés de déplacement, on a des difficultés parce que vous avez des hôpitaux, des cliniques qui ferment, donc il y a un problème de fond. Il s'agit de revoir ça de fond en comble. Alors non pas que j'ai la solution miracle sous la main, là, comme ça, j'ai pas ma baguette magique,
Non, je l'ai pas dans la poche, je l'ai oublié. Donc, mais il s'agit de s'interroger et de trouver les solutions les plus adéquates au service, bien sûr, des citoyens, au service des Bretons et des Bretonnes, bien sûr, une évidence. Mais comment financer, Yves Chauvel? Est-ce que là aussi on fait appel au privé ou est-ce qu'on essaie de débloquer des fonds publics, hein? Alors, je pense que les solutions sont mixtes. C'est-à-dire, c'est à la fois... Partenariat public-privé. Oui, absolument. C'est à la fois du privé et du public. Mais là encore, on constate un problème qui est lié au fait que la Bretagne n'est pas autonome. En supposant que la Bretagne ait un statut d'autonomie beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, je suis certain que les choses seraient très très différentes. Celles font du problème. Et ça... Si nous sommes élus, nous nous engageons à faire en sorte que la Bretagne ait ce statut d'autonomie le plus important possible, parce que c'est cardinal. Et tout dépend de ça. Tout. Donc une forme d'autonomie et de grande décentralisation, finalement, de la Bretagne. Le premier coupable s'appelle Philippe le Bel, roi de France. On va avoir du mal à lui tirer les oreilles, mais... Oui, le problème vient de là. Enfin, c'est toute l'histoire de France et c'est un peu contraire à l'ADN de la France, qui est un pays centralisé, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses inconvénients. Et on me demandait l'autre jour quel était l'un des livres que je relisais fréquemment. Et j'ai cité, par exemple, Le mal français d'Alain Perfit. C'est extraordinaire. Lisez ce livre, chers auditeurs. Lisez ce livre. Il a plus de 30 ans. Mais c'est un livre de référence et c'est un livre intemporel. Il montre bien les problèmes de la France et c'est analysé par un esprit fin et subtil, Alain Perfit, qui est un intellectuel égaré en politique, puisqu'il a été ministre général de Gaulle. Et vous allez comprendre quels sont les vrais problèmes et ce qu'il faut faire pour la Bretagne. Mais c'est pas simplement propre à la Bretagne, mais c'est aussi pour la Bretagne, bien sûr. Alors, Alain Perfit, il fut ministre de l'Information, entre autres, et de l'Éducation également, du général de Gaulle. Alors, tenez, on parle d'éducation. Là aussi, aujourd'hui, on parle du fond, puisque l'éducation, c'est un des piliers de la nation. Est-ce que là aussi, il faut réformer l'éducation? On parlait de la langue, tout à l'heure, des langues de Bretagne. Mais est-ce qu'il faut avoir... Alors là, on sort peut-être un peu des prérogatives régionales, mais est-ce qu'il faut avoir une vision différente de l'éducation aujourd'hui? La réponse, dans la question. Donc, bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de Lee Kuan Yew, le Premier ministre fondateur de Singapour, qui disait la priorité, c'est 1, l'éducation, 2, l'éducation, et 3, vous avez deviné, c'est l'éducation, bien sûr. Alors, on s'aperçoit au niveau des régions que le budget concerne les murs, c'est-à-dire les lycées, mais au niveau du contenu, tout est décidé à Paris. Mais supposez que les choses soient décidées en Bretagne, mais vous changez tout. Vous changez absolument tout. Donc toute la question est là. Est-ce que ça risque pas non plus de faire un déséquilibre entre les régions? Parce qu'on peut imaginer une région qui va miser sur l'éducation et une autre qui va miser sur d'autres dossiers. Alors vous avez raison, c'est vrai que les Bretons sont les meilleurs. Mais ça pourrait susciter des jalousies dans d'autres régions de France. Mais que voulez-vous, c'est ainsi. La vie n'est pas parfaite. Les Bretons sont fiers d'être Bretons. Ils ont bien raison. Je les encourage à développer leurs particularités culturels, ils ont une énergie formidable et effectivement ça pourrait poser des problèmes parce que la Bretagne pourrait non pas se détacher de la France, c'est pas l'idée, mais être meilleure que toutes les autres régions de France. Donc oui, c'est un risque effectivement, mais c'est un risque positif pour la Bretagne. Alors on parlait tout à l'heure d'équilibre des territoires. Alors souvent on décrit les métropoles, alors pour les citer Rennes, Brest, on peut rajouter Nantes plus au sud, qui happent un petit peu et la manne financière et aussi tous les développements économiques et également on peut parler d'infrastructures. On pourrait parler de la fibre par exemple qui Absolument. a du mal à arriver dans les campagnes. Absolument. Est-ce que là aussi il faut avoir une politique de rééquilibrage des territoires? Alors pour parler de la fibre, c'était semaine dernière, je crois, dans le Nord Finistère. Je travaillais avec un client. Nous avions un problème d'accès avec la DSL, pas de fibre. Franchement, c'est pas possible. Ça, il faut absolument corriger. Ça ne dépend pas nécessairement de la région. Ça dépend également d'acteurs privés. Donc le sujet n'est pas très simple à traiter, mais il faudra le traiter. C'est aussi une évidence. Par ailleurs, quand vous parlez des métropoles, vous parlez de Brest, vous parlez de Rennes, vous parlez de Nantes. Bien sûr,
Nantes qui revient dans la Bretagne, c'est la capitale historique de la Bretagne, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ce soit Rennes, pourquoi pas, mais il y a aussi un partage des compétences, puisque Rennes c'était les parlements de Bretagne, Nantes c'est la capitale des ducs de Bretagne, voilà, donc on peut parfaitement trouver un équilibre dans ce sens-là, il n'y a pas de difficulté, simplement il faut un petit peu de bonne volonté, voilà, je ne suis pas sûr qu'elle soit universelle, mais que voulez-vous, ainsi est la vie. Alors, il nous reste 2 minutes, Yves Chauvel. On parlait en commençant de cette campagne hein, qui est dans le contexte, qui se déroule dans le contexte que l'on connaît. On a les élections régionales, les élections départementales. J'ai posé la question à quelques-uns des candidats ici au micro de Bretagne 5. Est-ce qu'il n'aurait été pas utile finalement de dissocier ces deux élections pour que les gens y voient plus clair, les électeurs y voient plus clair? Parce que finalement, on ne connaît pas toujours les compétences du département ou de la région et là aussi sur les élections il y a confusion. Décidément, vous m'épatez parce que vous ne posez que d'excellentes questions. Et j'aurais souhaité développer ça, mais oui, bien sûr. Nous sommes dans un millefeuille administratif, hein, c'est ce que je dis souvent. Et là encore, j'invite à lire ou à relire Le mal français d'Alain Perfit. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de faire en sorte qu'au lieu d'avoir ce millefeuille avec les compétences des régions, alors sans parler des communes, des regroupements de communes, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, faire en sorte d'avoir la région et les départements dans une seule organisation, de façon à simplifier tout ce millefeuille, sachant que les décisions, quand elles sont prises localement, on passe par Paris, redescendre, etc. C'est compliqué, c'est du coût, c'est du temps. Donc il faut simplifier tout ça. L'Assemblée de Bretagne. Exactement. J'ai même envie de vous applaudir parce que vos questions sont vraiment je ne fais que mon métier de journaliste. Vous le faites très très bien. Bravo, mes compliments. Eh bien, on va en rester là, Yves Chauvel, car le journaliste veille à l'heure aussi. Ah, quel dommage. Et il est 8h56. Nous allons donc nous quitter là-dessus. Yves Chauvel, je rappelle que vous êtes candidat aux élections régionales, tête de la liste souverainiste Bretagne en héritage, et vous êtes venu jusqu'au studio de la matinale ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. À vous également, merci infiniment pour votre accueil très sympathique, chaleureux, vraiment j'adore. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.